Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit M. Djigiba Keita, connu sous le nom PPR, prêt pour la révolution. Il est le secrétaire général du Parrainat, également membre du Front qui vient de se créer, le Front uni contre le référendum. PPR, merci de cette troisième comparution devant les grands jurys. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons aussi Monsieur Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre, parce que ce soir, il ne ressemble pas à un lâche. Chana, merci d'être là. Merci Barou, bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur l'invité, votre observation sur la composition du jury. Merci ce jury, oui, je le connais un peu. J'espère qu'il va me laisser parler. D'accord. Abdraman. Il a des préjugés sur les juges. Bien entendu. Que vous inspire d'avoir un PPR dans le contexte actuel? Parce que le contexte vraiment s'y prête pour avoir vraiment des gens qui ont marqué la démocratie malienne. La démocratie malienne est en train de prendre un tournant. Avoir des voix aussi prépondérantes comme la sienne de se prononcer sur ce que nous sommes en train de traverser comme péripéties. Et je pense que ce sera d'une très grande utilité pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre. Et surtout que PPR et son parti, ça fait longtemps qu'on ne les a plus vus sur la scène comme on a l'habitude de les voir. Hein? Ils se sont pendant longtemps complus dans le mutisme. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, à travers lui, qui en est d'ailleurs le porte-parole attitré de tous les temps, et que ce mutisme-là, ce silence-là sera brisé. D'accord. Chana, nous avons PPR ce soir. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec les acteurs de la révolution héroïque du 26 mars. Parce que ce sont des gens qui ont un parcours. Ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont un passé. Ils ne sont pas venus comme le cheveu dans la soupe qu'on le voit ces derniers temps. N'importe qui ne peut pas s'improviser homme politique, leader politique. Malheureusement, aujourd'hui, la politique a été discréditée peut-être par leurs faits eux-mêmes. Est-ce que voici ajoute d'autres aspects, bien sûr. Cela dit, PPR, prêt pour la révolution, est un leader qui a toujours été droit dans ses bottes, avec une très grande réputation sur le plan de la morale politique. De la morale politique. Il est toujours bon d'échanger avec des gens comme PPR, comme le professeur Ali Nouhoum Diallo. Vraiment, c'est un grand plaisir qu'il soit devant moi, mais cela ne présage de rien. Il sera jugé de ce qu'il va dire sur le plateau. D'accord. Avant donc d'ouvrir le débat, PPR, nous avons appris la nouvelle du rappel à Dieu d'une sommité du monde judiciaire. Il s'agit de Daniel Tessougé. Vous connaissiez l'homme? Vous avez connu l'homme? Oui, j'ai connu l'homme. C'était un ami et un camarade. Et c'est une belle occasion de lui rendre hommage. Voici un magistrat intègre, compétent, qui a fait la fierté du Mali, à l'intérieur et à l'extérieur. Et si le Mali doit être un pays de droit, s'il nous faut beaucoup de Daniel Tessougé, si l'indépendance de la magistrature doit être une réalité au Mali, il nous faudra beaucoup de Daniel Tessougé. Paix à son âme. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi que je suis éploré par le décès d'un neveu, Mamadou Guindo, de 23 ans, qui a présenté il y a une semaine son Master 1 à Tizi Ouzou, et 3 jours après, il est parti. On l'a enterré cet après-midi. Merci d'être venu malgré votre deuil. Oui, c'est fou. Chana, la réplique, c'est cela. Merci. Nous sommes dans la généralité. Et merci beaucoup, Monsieur Barou. PPR, vous et beaucoup de vos camarades ont passé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Dakar était une vitrine démocratique. Absolument. Pour le reste de l'Afrique, au point de vue politique, au point de vue des libertés. Aujourd'hui, ce Sénégal est en train de tomber bas, d'être un anti-valeur. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport aux événements qui se sont déroulés du 1er au 3 juin au Sénégal, qui a vu des milliards partis en fumée avec plusieurs morts? Absolument. Le patronat est en train aujourd'hui de faire son compte et son mécompte. Quel commentaire vous inspire la situation au Sénégal? C'est triste. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est un recul démocratique qui n'a pas de nom. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas d'instance qui puisse intervenir dans de telles situations. Sinon, ce que Macky Sall a fait est totalement inadmissible. 16 morts en 2-3 jours et l'opposant... Ça, c'est le bilan officiel, sinon ouais. pas de 30. Voilà, on parle de 30. Certaines sources. Puis l'opposant qu'on embrigade, c'est extraordinaire. C'est un recul qui n'a pas de nom. Sinon, comme vous l'avez dit, Dakar, c'était vraiment la vitrine. J'ai passé un bout de temps à Dakar avant d'aller au Burkina Faso. Avant de passer sur ça, je voudrais que vous vous prononciez. Il faut reconnaître quand même que malgré ce recul, il tient quand même debout par rapport à bien d'autres pays bien sûr. de la sous-région qui seraient versés, qui seraient vraiment plombés dans les abysses. Ah oui, non, absolument. Démocratiques. Oui, parce que si de telles situations s'étaient déroulées de la même façon, il y aurait eu peut-être un coup d'État. Non, il faut peut-être donc dire que vraiment, pour le moment encore, justement, c'est c'est pourquoi le recul là nous fait peur. Il faut que le Sénégal continue à rester un exemple. Voilà. Sinon, effectivement, 10 fois moins d'événements que cela amène des coups d'État dans le secteur. Si on peut dépasser ça, on va le dire, vous voulez dire que c'est un recul. Si vraiment à Dakar c'est un recul, je pense qu'au Mali, ici, la politique est complètement dans le fond. Absolument. Et vous êtes un homme politique, Charles l'a dit depuis le départ, on ne s'improvise pas politique. Malheureusement, ce à quoi on assiste, c'est de plus en plus des politiques improvisées. Aujourd'hui, la classe politique habituelle qu'on connaît n'est plus au devant de la scène. On entend plutôt des gens, des générations spontanées, pratiquement prendre le relais sans... Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'en réalité, vraiment, la politique a capitulé? Parce que ici, la démocratie n'a pas seulement reculé, je ne dirais pas qu'elle est morte, mais c'est le recul fondamental de la démocratie dont la résultante est ce que vous dites. Parce que les libertés fondamentales sont prises en otage, la liberté d'expression n'est plus la même, la liberté de penser n'est plus la même. Mais est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la classe politique habituelle, traditionnelle, ordinaire, est en train d'être relayée par une génération spontanée? Mais oui, si on muselle les anciens, on fait monter les médiocres, bien entendu. D'accord. Allez-y, Chana. Oui, moi je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, évoquer... Nous sommes dans les généralités. Oui, dans les généralités, okay. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, il y a 7 chefs d'État africains qui se sont envolés vers la Russie de Poutine et Kiev. Il paraît qu'ils ne sont plus que 4. Bon, ils ne sont plus que 4, peut-être que les autres viendront. C'est 7 qui ont été annoncés. Pour prêcher la bonne parole, pour qu'il ait la relance de la négociation, voire la paix, et puis permettre à certains denrées alimentaires dont a besoin notre continent d'être évacués vers l'Afrique. Est-ce que vous pensez que la voix de l'Afrique est prépondérante pour avoir un résultat escompté? Non, bien entendu, l'Afrique, sa voix est presque inexistante. Je crois qu'ils font des salam-alek, mais ce n'est pas l'Afrique qui va résoudre ce problème-là. Pourquoi? On n'a pas de poids, l'Afrique n'a pas de poids, l'Afrique elle-même n'est pas unie, l'Afrique même n'a pas une même position, donc la voix de l'Afrique n'est pas entendue. L'initiative n'est pas bonne? Bon, l'initiative, quand on prend la paix, c'est toujours bien. Mais ceux qui sont allés, ce n'est pas les bonnes personnes pour trouver la solution. Ok. Père, je viens de vous présenter comme étant un membre du Front Uni contre le référendum. Le Front Uni a à peine lancé, vient d'enregistrer sa première défection. Je vais parler d'Issa Kaoudim et son asserté. Il vous reproche, vous, de tenter de récupérer même leur combat pour ensuite, dans les jours à venir, faire allégeance aux autorités de la transition. Que répondez-vous à ces accusations? Pour citer mon... Parce qu'il a parlé de PPR.
Pour citer mon ami, mon vis-à-vis, Oui. on ne s'improvise pas homme politique. Je ne vais pas répondre à Kaoudjim. Je vais vous parler du Front uni contre le référendum. Nous avons créé le Front uni contre le référendum le 11 juin. Et nous avons dit que nous allons mettre en synergie tous ceux qui ont mal quelque part par rapport à ce référendum-là. Ceux qui disent le non, ceux qui disent le rejet, tous, on est dans la même baraque. Et le ni-ni-ni. Le ni-ni. Bon, le ni-ni... De éléments, par exemple. Bon, en général, ils ne sont pas venus avec nous. C'est ou le non ou le rejet en général. Et pour joindre l'acte à la parole, Oui. dès le lendemain, il y avait une conférence de presse à la Sénat Faso Héré. Nous avons formé une forte délégation pour aller au siège, à renforcer les camarades qui avaient cette conférence de presse. De la même manière, quand l'imam a annoncé qu'il y a ce meeting-là demain, séance tenante, l'Assemblée a dit oui, il faut aller les épauler autant que faire se peut. Oui. C'est ça, le Front uni contre le référendum. Rassurez-vous, ce front donne certainement des sueurs froides au pouvoir parce que nous avons voulu tenir une conférence de presse le mercredi. Il nous a fallu avoir l'intelligence d'avoir un plan A, un plan B et un plan C pour que la conférence puisse Le plan C, c'était déjà tenir la conférence au siège du parrainat. C'est cela. Kaoudjim était informé de ce plan C. Je vais dire un mot, mais laissez ce tome. Non, ce qui s'est passé, Oui. on a fait le plan A. On a payé l'argent à la maison des aînés, reçu en bonne et due forme. Paf, 3 heures après, non, instruction est venue, vous ne pouvez pas tenir la réunion ici. On dit, ok, on prend note. Et comme nous avons déjà réussi à faire la conférence constitutive du front à l'hôtel Les Colonnes, on a dit bon, peut-être qu'on a pas de problème là, on va pouvoir tenir la conférence de presse chez vous. L'hôtelier a dit pas de problème, je crois que vous pouvez venir. Donner son quitus, on a donné l'argent. Donc mercredi, nous sommes chez vous à partir de 15h. Oui. À 14h, nous débarquons. Non, désolé, il y a des petites contraintes, je crois que c'est bon d'aller ailleurs. Par Non, mesure bah, de- c'est l'hôtel de Non, l'ancien non. ministre des Sports, là. Non. C'est pas ça. Ça, c'est lui, c'est autre chose. Ça, c'est les colonnes. C'est près de la Bougiba. Oui, allez-y. Colonnes. Les colonnes. Et donc, on s'est concerté. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le plan C, c'était le siège de l'appel ou le siège du parrainat. On avait dit, on opte pour le siège de l'appel qui est à 2 pas, qui n'est pas très loin. Après concertation, les responsables de l'appel ont dit, en réalité, on croit qu'on va être plus à l'aise au siège du parrainat. Je dis, bon, c'est vous qui décidez. Ils ont décidé, on va au siège du parrainat. Et il était là, il a voulu parler à la presse. Je dis, bon, je crois que... Il sait qui déjà? Celui dont vous parlez. Issa Kaoudjim, hein? Voilà. Oui, allez-y. Je dis, bon, c'est pas la peine de parler à la presse, c'est bon que nous, les responsables, on se constate pour dire quelle est la conduite à tenir. Ah, je dis, non, tu peux pas parler. Non, il va parler dans tous les cas. Je dis, mais à quel titre? Au titre de la certitude. Je dis, ok. Donc nous allons au parrainat. Nous sommes partis et là, on s'est quittés. D'accord. Bon, c'est comme ça, on est allé au siège du parrainat où il y a la caporalisation, c'est comme ça. Parce qu'ils ont dit que le siège du parrainat, c'est mieux pour faire la conférence de presse, c'est surtout improvisé. Allons-y au siège du parrainat. On est allé, on a descendu les chaises dans la cour et on a fait la conférence en bonne et due forme et ça s'est très bien passé. C'est ce qui s'est passé. Allez-y, Qui sont les membres de votre organisation? On peut connaître les membres de votre organisation Les membres qui se battent. Du Front uni. Ah, le Front uni, c'est oui. beaucoup d'organisations. Donc il y a déjà l'appel du 20 février. Comme vous le savez, ça c'est un mastodonte. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités. Kaoudjim est fondateur de cet appel-là. Il fait partie. C'est pourquoi pour nous, il partait au siège du parrainat, mais il n'est pas parti. Bon, je n'en parlerai plus. Et donc il y a l'appel, il y a la Sénat Faso Héré, il y a le parrainat, il y a le parti Union. Le parti Union, il est présidé par le plus jeune candidat à la présidentielle de 2018. Mamadou Traoré. Et le RPM? Non, le RPM n'est pas là, les autres partis ne sont pas là. Il y a d'autres partis et des personnalités. Si je n'ai pas la liste, je ne peux pas. Allez-y, bon, Abdrahman. il y a Kadiatou Fofana qui a son organisation, comme vous le savez, Kadiatou Fofana. Il y a Kébé avec son organisation aussi. Et voilà, etc. Je n'ai pas la liste sous les yeux. D'accord. Mais c'est beaucoup d'organisations politiques, beaucoup d'associations politiques, beaucoup de partis politiques, Allez-y, beaucoup de Abdrahman. mouvements. Moi, ce qui retient beaucoup plus mon attention, c'est votre longue absence du parrainage sur la scène dans tous ces débats-là et votre quasi-résurrection sur la scène politique par rapport à toutes ces questions. Et ça intervient à un moment où pratiquement tout
toute la crème du mouvement démocratique est pratiquement dans le sillage de ce référendum-là. Bon, le parrainage est un parti constant et qui sait où il va. Il va poser sa question. Vous avez l'AMS UNEM, dont vous êtes membre d'ailleurs, qui a basculé. Vous avez l'ADEMA, le SNID, le RDA Mali, tous ces gars qui font. Est-ce qu'en réalité, le parrainage est peut-être à l'avant-garde d'un passage imminent vers une 4e république qui est en train de démystifier le mouvement démocratique? Parce que, vous voyez... Non. La situation politique a fait que, nous, sur tous les grands sujets, nous nous sommes exprimés. Il y a des déclarations du parti qui existent. On a vu les communiqués. Ça existe, donc on n'est pas dans l'hibernation comme vous dites. Mais on n'est pas non plus un parti populiste, exhibitionniste pour sortir, pour parler. Ah bon, auparavant vous étiez exhibitionniste, quand vous étiez beaucoup plus... Ah non, ce n'est pas ça, non. Par rapport à l'actualité, nous parlons quand c'est nécessaire et quand c'est utile. Nous parlons quand c'est nécessaire et quand c'est utile. Donc rassure-toi, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, la situation est telle qu'on ne peut pas se taire. On est obligé de nous prononcer. Bon, vous dites des partis du mouvement démocratique, oui. Il y a des partis qui abandonnent leur cause, il y a d'autres qui restent fidèles à leur cause. Le parrainage est un parti constant. Et vous êtes fidèle à quelle cause actuellement? La cause de la démocratie. Et elle est en péril? Ah, pour le moins. Ou bien c'est simplement un changement de génération que vous ne hein? Changement de génération? De génération, effectivement, d'acteurs politiques. Que vous ne tolérez pas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de changement d'acteur politique. Regardez, l'essentiel que vous avez cité par rapport à la classe politique qui allait au oui, mais c'est ma génération, la génération qui a au... Ok, allez-y, Chana. Allez-y, Chana. Bon, oui. C'est vrai que vous avez des camarades du mouvement démocratique qui sont avec les militaires, oui. D'autres... tels que le parrainat, Mme Sikedia Toussou et bien d'autres sont pour la cause du non. Est-ce qu'on peut savoir le bien fondé du non prôné par le parrainat? Je vous remercie. On peut bien parler du bien fondé du non du parrainat. Première raison, le manque de consensus dans l'élaboration, dans tout le processus d'élaboration de ce texte-là. Nous avons trouvé que c'est un élément fondamental. Parce que le consensus est l'élément fondateur d'une constitution. Quand il n'y a pas de consensus, quand tu vas à la hussarde imposer à un peuple une constitution, bon, c'est aujourd'hui, mais demain aussi viendra. Le parrainage. Est-ce que ce manque de quoi, c'est par faute de main tendue de la part des autorités du président de la transition en l'occurrence? Le manque de consensus, non, il n'y a pas eu de main tendue. Parce qu'en général, c'était des monologues. On dit, on vous appelle, on fait un discours, c'est fini. Non, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes habitués au débat, aux échanges d'idées. Absolument. Et comme nous ne sommes pas un parti passif, il nous est arrivé d'écrire. Notre opinion par rapport à ce sujet-là, c'est cela. Si votre agenda le permet, on sera prêt à être reçu pour en discuter. Même pas d'accuser de réception. Non, il n'y a pas eu de main tendue. Donc moi je dis, le manque de consensus. Le manque de consensus, il est où? Le manque de consensus, c'est déjà tous ces pans entiers de la nation qui disent on n'est pas d'accord, on a des réserves ou on est contre. Mais pour cela, il faut les convier même individuellement. Quand les musulmans disent nous ne sommes pas d'accord, ils ont une conception de la laïcité, ce qui est là, ça ne coûte rien de les recevoir. Quand des commerçants disent qu'ils ne veulent pas ça, quand des associations disent qu'il y a des réserves, ça ne coûte rien de s'asseoir et de dire qu'est-ce que vous voulez en fait. Les musulmans, c'est quoi? La laïcité, la définition qu'on a donnée était même satisfaisante. On n'avait pas besoin de mettre le mot laïcité qui est un concept français qu'on ne maîtrise pas et qui peut avoir 36 sens. Le bon sens, le sens du consensus pouvait les amener à dire on donne une définition qui satisfait tout le monde, on ne mettra pas le mot laïcité. Le contenu y est. Les mêmes musulmans, ils disent, on dit le mariage, il faut mettre dans la constitution alors qu'il ne la doit pouvoir. Mais puis, en disant les musulmans, il ne faut pas relativiser. Quand on sait qu'il n'y a pas un consensus même au sein même de ces... Donc des musulmans. Oui. Comme on voit une fronde réelle au niveau des musulmans, ne disons pas les musulmans, des musulmans. Et des pans entiers des musulmans. D'accord. Des gens, ils disent, vous parlez de... comment on dit, le mariage, c'est l'union entre une femme et un homme.
Il dit que non, que dans notre mental de religieux, ça veut vouloir dire que vous allez imposer peut-être la monogamie dans notre pays. C'est l'union de l'homme et de la femme. Mais ça, ce n'est pas une concession, ce n'est pas très difficile à faire. Quand tu veux le consensus, ça, ce n'est pas se renier. Bref, ça c'est un cas. Oui. Deuxième cas, quand nous parlons du manque de consensus, la concertation avec les Maliens de l'extérieur. Les Maliens de l'extérieur, ils disent, mais nous, on se contenterait facilement de l'article 31, l'article 31 de la Constitution de 92. On aurait souhaité que vous reconduisiez cela, simplement. Mais ils ne s'assoient pas, ils mettent les Maliens de l'extérieur aussi sur le dos. Alors que la solution était trouvée. Et reconduire simplement cet article-là, qui dit tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques. Et le problème, il était résolu. D'accord. Donc, manque de consensus, je n'ai pas fini. Le manque de consensus, on a vu, donc, la sagesse n'a pas habité les dirigeants de la transition. Ils n'ont pas voulu imiter Alpha Omar Konaré, qui a vu des pans entiers du pays qui n'étaient pas d'accord, des magistrats par-ci, de là. Une minorité d'ailleurs à l'époque, Bon. il a choisi de se retirer. Allez-y. Donc vous étiez opposé à l'époque. Mais je veux dire, ouais, vous étiez un parti démocratique et républicain, Voilà. comme le Parena, Voilà. a dit oui, ça ne doit pas passer, Ouais. parce que le manque de consensus est là. Notamment le COPO est en dehors. Et qui étaient les grands animateurs du COPO? C'est le parti Sénid, c'est le parti MPR. Nous avons dit non, ils doivent venir pour qu'on échange. On ne doit pas faire sans eux. C'est ça le consensus, c'est notre conception. Et Ibeka en 2017 a fait la même chose. Avec toutes ces fronts, j'accepte. Je concède à mon peuple. Si ça ne grandit pas un homme, ça ne le rend pas petit. Ok, allez-y, Oui, mais moi, Ça, c'est le consensus. En tant que Ok. démocrate que vous êtes, que vous revendiquez être, Que nous sommes. pour moi, vous allez beaucoup plus insister, au lieu d'insister sur le contenu, insister sur même la démarche. Puisqu'en réalité, mais je vais venir. c'est la démarche elle-même Non, mais je vais venir. qui a été... Non, je dis les éléments. Pourquoi on dit non? On dit non parce qu'il y a manque de consensus. Je vais venir là. Mais au lieu d'en arriver au non, il y a d'abord la démarche qui a été Bien bloquée, entendu. qui a été viciée, Oui. que tout le monde... Mais on Parce l'a qu'en dit. réalité, Nous, on l'a- l'initiative même référendaire et les compétences pour en avoir l'initiative... Mais bien entendu, c'est pourquoi il y a le deuxième argument que nous avons, c'est illégal. Tout le processus est illégal parce que c'est anticonstitutionnel. Ah, dans ce cas, pourquoi vous ne joignez-vous pas le camp du Oui, rejet, c'est clairement du processus? Oui, au lieu ça c'est de- une option. Ouais. Ça se prépare et ça donne des résultats autrement si on fait des démarches. Mais comme tout est venu si tard, dit le nom il est visible. Tu peux faire la campagne. Mais le rejet, la campagne elle est très timide. Ceux qui disent non, c'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on entend, c'est eux qui sont sur les plans. C'est ce qui a prévalu à votre choix de dire non au lieu de... Non, ce n'est pas ça. de Nous, battre on est- en brèche. On n'est pas un parti de... Non. Bon, donc, nous avons dit l'article. Oui. Il a pris un décret pour nommer des membres de la commission d'élaboration de la Constitution. Mais c'est fait de manière illégale parce que la Constitution dit tu ne peux pas faire ce décret-là si ce n'est pas en contre-signe avec le Premier ministre. Il a pris à la hussarde, je décrète, moi le patron, bon voici la délégation que je conduis pour faire la Constitution. Deuxièmement, pour la finalisation, la même chose. Donc ces deux actes déjà à rendre caduque. Non, mais on ne voit pas absolue. l'illégalité de la même façon, monsieur. C'est pas ça. On dit que un chef de l'État de cette nature, un président de la transition, selon la constitution malienne, n'a pas le droit d'engager Déjà ça. même une révision constitutionnelle. A fortiori. Fortement un changement. Exactement. C'est ça en réalité le fond on est de l'illégalité là-dessus. que vous n'abordez pas. Non, on aborde. Parce qu'on dit, il a pris cet acte-là pour dire que si cette base fait son travail, mais cet acte-là, il faut qu'il sache que c'est anticonstitutionnel. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas les prérogatives. On a la même lecture. Allez-y, Chana. Ben, moi, je posais la question. Allez-y, continuez. Il n'a pas fini. On va pas, quand même, il ne va pas faire 30 minutes sans qu'on Non, pas 30 mais minutes. c'est- Il y a des arguments. Non. c'est- On a allez-y, besoin vous de pouvez l'argumentaire. vous pouvez le relancer. Non. Vous avez la Le latitude. consensus ne suffit pas. Vous avez la Abdraman- latitude de le Abdraman l'a relancer. renforcé tout à l'heure par exemple. Allez-y, absolument. Je Continuez. mettais la même question. Allez-y. Le bien fondé du nom qui Voilà. vous explique. Le bien fondé, Ça ne ça n'a pas eu suffit pas. ça n'a Allez-y. pas eu donc le consensus. Et ensuite, c'est en violation. Les textes ont été élaborés sur la base de la violation de la Constitution qu'on cite toujours. Vu la Constitution de 1992, je décrète. Eh bien, le décret, il est nul et d'une nullité absolue. Et quel autre argument encore? Ah oui, ça c'est des arguments. Pourquoi nous disons non? Oui. Et on revient aux Maliens de l'extérieur. 5 millions de Maliens, ils sont sur tous les continents. On n'a pas à mettre une croix sur eux parce qu'ils sont binationaux. On a vu les fêtières de Maliens de l'extérieur appelés à voter. Des oui. fêtières. Des fêtières. Voilà. Sinon, toutes les fêtières. Ah non, c'est pas. Voilà, attends, la conception que le Parlement a des Maliens de l'extérieur,
c'est qu'ils peuvent être candidats sur la base de l'article 31 de la Constitution de 1992. Actuel. Voilà. Oui, d'accord, si vous voulez. Non, il n'a pas terminé, allez-y. Voilà. Oui, PPR, Oui. vous êtes Et toi, un partisan. Je dois pouvoir continuer, non? Vous êtes un partisan du non. Vous êtes un partisan du non. J'ai lu une interview de l'expert électoral Dr Ibrahim Sangou dans interview accordée à un journaliste guinéen. Dans cette interview, Dr Sangou disait que si Kidal ne vote pas, le référendum devrait être systématiquement annulé. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation? Nous sommes d'autant plus conscients de cette situation que le 8 juin, nous avons fait un appel aux signataires de l'accord d'Alger pour dire attention, ne boycottez pas, n'empêchez pas le vote parce que les conséquences sont dramatiques. Les conséquences, c'est quoi? Mais c'est pratiquement une partition de fait du pays. Nous avons dit, le parlement a rendu public un appel à ces gens-là pour dire ce n'est pas bon parce qu'on ne sait pas si les autorités en prennent conscience, mais c'est très grave. Vous fondez sur quoi? Quelle disposition? Il l'a dit, mais je n'ai pas vu l'argumentaire technique, juridique qui ferait que si Kidal ne vote pas, le référendum serait annulé. Quelle est la référence juridique? Non, c'est pas annulé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si on prend toujours l'article 118, c'est la même chose. Moi, je dis si c'est applicable à la révision, a fortiori à l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est là où nous sommes en porte-à-faux avec certains juristes. L'article 118 dit quoi? Voilà, c'est-à-dire que si un pan du Mali, on ne peut... L'intégrité territoriale. Voilà, et menacé un temps soit peu, on ne peut pas réviser. Moi, je dis, on ne peut pas réviser a fortiori doter le pays d'une nouvelle constitution. Et donc, Kidal échappant au Mali, logiquement, on ne devrait pouvoir... Sauf que les gens de Kidal, ils ont des arguments pour refuser. Ils disent que, par exemple, que l'accord n'est pas pris en compte dans la nouvelle constitution. On fait le constat. Et l'article 118 est là. Il y a une partie du pays qui ne fasse pas partie. Oui, d'accord. Vous les encouragez à ne pas boycotter. Alors que eux, leur boycott, ils le justifient par le fait que la nouvelle constitution élaborée ne prend pas en compte les aspirations contenues dans l'accord. Est-ce que vous pensez comme la communauté, comme la communauté internationale, l'intermédiation, qu'en réalité, l'accord ne constitue pas un obstacle à l'application de l'accord? La constitution, la nouvelle constitution. Oui. Ah non, bien la nouvelle constitution. Oui, mais ils ont fait pas un obstacle. Ils en font une arme. Sinon, effectivement, si malheureusement cette constitution passe, les négociations avec les signataires de l'accord d'Alger, les négociations peuvent continuer, bien entendu. Mais moi, je dis encore une fois. Les négociations ou bien de l'application? Puisqu'ils ne parlent pas de négociation, ils parlent la négociation, parce que nous sommes partisans nous sommes de ceux qui disent qu'ils sont d'accord que l'accord doit pouvoir être révisé. Nous sommes d'accord que l'accord, il y a des parties de l'accord qui doivent être révisées. Et ils ne sont même pas contre. Au DNI, ils étaient d'accord. Et on avait commencé à élaborer quelque chose pour une révision de certains articles de l'accord. Et l'ex-rébellion était d'accord. D'accord, allez-y, Chana. PPR, j'ai vu un tweet du président algérien selon lequel la situation du Mali ne pourra pas être résolue par la force, mais plutôt par l'application de l'accord issu du processus d'Alger. Partagez-vous cette opinion? Non, je ne partage pas cette opinion. Moi, je dis la situation du Mali ne sera pas réglée par la force, mais pas forcément par l'application intégrale. Nous parlons du dialogue avec des djihadistes maliens. C'est plutôt ça notre option. Vous voulez qu'on parle avec Koufa et Yad Agali? Absolument. Ils sont visibles, ces gens-là? Mais bien sûr, ils sont visibles. Vous savez là où ils sont? Ils sont visibles, on sait où ils sont, tout le monde sait où ils sont là. Ils sont visibles, ils sont joignables. Il y a des Maliens qui peuvent les voir. Mais il faut la volonté politique. Depuis au temps du BK, il était question de discuter avec ces gens-là. Paris a dit non. Non, Paris. Bon, Paris a dit non. Cette fois-ci, il n'y a pas Paris. Cette fois-ci, il n'y a pas Paris. Cela veut dire que le boulevard est ouvert. Et qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Mais s'il n'y a pas la volonté politique de ceux qui ont le pays en main, on ne peut pas avancer. C'est aussi simple que cela. D'accord. Certainement que certains estiment que c'est par la force que ça peut être réglé. Et notre intime conviction est que ce n'est pas par la force que ça peut être réglé, le problème du Nord. D'accord. Bon, toutes les incriminations que vous avez relevées contre la Constitution, les incriminations constitutionnelles que vous avez relevées contre eux sont prises en compte pratiquement dans une plainte, 3 plaintes peut-être même déposées par la Sénat. Quel espoir fondez-vous d'aboutissement
fondez-vous sur ces plaintes-là déposées par la CEMAS. La CEMAS de Mahmoud Diko. Non, de Mahmoud Diko. Oui. De Mahmoud Diko pour que cela puisse aboutir. Moi, mon intime conviction est que si le juge malien se comporte comme Daniel Tessougué, cette constitution va être invalidée. Absolument. Avant même le vote. On va annuler le référendum. Ou après le référendum, les avons dit que c'est nul et non avenu parce que c'est fait sur la base du faux, sur la base de la violation de la Constitution. Donc, il n'y a pas de... Vous êtes désespéré de la justice malienne? Bon, j'espère que des Daniel Tessougué vont se réveiller pour dire que non. Quand la loi est violée, il faut dire qu'elle est violée et amener la solution. Oui, et quelles sont les conséquences, selon vous, d'une constitution votée sans ce consensus-là, auquel vous êtes vraiment attaché et qui normalement réellement devrait prévaloir? Quelles sont les conséquences selon vous d'une constitution qui sera appliquée comme vous le dites, à des pans entiers du pays qui ne sont pas d'accord avec son contenu? Ça leur sera appliqué contre leur volonté, mais encore une fois, dès que l'occasion se présentera, ou une révision ou une nouvelle constitution, elle va émerger. Absolument. Vous voulez dire que si le parrainage et ses alliés arrivaient demain au pouvoir, si cette constitution était adoptée, vous allez revenir sur ça? Absolument. Si j'ai la plénitude du pouvoir demain, déjà ça ne se ferait pas, mais non, je renonce, je dis non, parce que la manière dont a été élaborée, vraiment, et a été imposé au Mali. Donc le Mali, c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, on tourne toujours en rond. Malheureusement, les putschistes du 18 août ont fait reculer le Mali de beaucoup d'années. De combien? Du 18 août. De combien d'années? Non, de beaucoup d'années. Et les putschistes d'aujourd'hui? Mais c'est le 18 août. Comme vous en voulez beaucoup, Sanogo, je pense que... Il y a eu le 24 mai. Après, il y a eu le 24 mai aussi. Avant le putschiste du 18 août, il y a les autres putschistes, la bande de Sanogo. Il y a eu le coup d'état le plus stupide du monde. Malheureusement, et voilà, il est là, du capitaine, il est général, et malheureusement, il continue à être général. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas aussi donner la latitude au peuple aussi de se prononcer sur la question quand on voit cette effervescence autour du camp du oui déjà? Est-ce que vous n'êtes pas minoritaire, M. Djigiba? Votre camp, le front du non, est-ce que vous n'êtes pas minoritaire? Ah oui, ça tout l'air. Oui. Mais il se trouve que la différence est très nette. Parce qu'on ne s'exprime pas dans un pays réellement démocratique comme Souanté Abana. J'ai dit encore une fois, ce qu'il faut retenir, qu'on n'ait pas vu les gens dans la rue pour dire on n'est pas d'accord comme Souanté Abana, c'est parce qu'il y a une chape de plomb sur la tête du peuple malien. C'est aussi clair que cela. Si on avait la latitude de nous organiser, de sortir, aller au boulevard, aller à la bourse du travail, aller au siège de la comment on dit, l'autre syndicat, CSTM, la CSTM, comme nous l'avons fait à Tebana, mais il y aurait 10 fois plus de monde dans la rue que sous Antebana. C'est très clair. La contestation d'aujourd'hui est plus grande que la contestation et sous Alpha et sous Ibeka. Sous Alpha et sous Ibeka est réunie. Non, c'est une pression extraordinaire sur les gens qui fait qu'on a même des leaders d'opinion, on les a mis en prison pour qu'ils ne partent pas campagne contre le non. Bref. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Oui, mais vous êtes en train de parler ici librement, n'est-ce pas? Ah oui, je suis en train de le libérer. Oui. Oui, mais c'est quand même la preuve de la liberté d'expression. Oui, d'accord. On peut le dire ainsi. Les gens ont demandé plusieurs fois pour aller sur le boulevard. Non, la sécurité ne permet pas. Les gens ont demandé à aller à la bourse du travail ou au boulevard, etc. Ce n'est pas possible. Le gouverneur dit, je suis au regret de... Non, le Mali n'est pas démocratique aujourd'hui. Le Mali aujourd'hui n'est pas un Mali démocratique comme le Mali sous Ibeka en 2017. D'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec cela. C'est ça le problème. Allez-y, Abdraman. Oui, vous vous apprêtez à aller voter non, mais on ne vous a jamais entendu sur les normes électorales qui sont en train d'être appliquées à cette élection-là. Alors qu'elles peuvent être vraiment... Mais tout est violé, tout est violé de bout en bout. Ils ont fait une... Mais vous savez... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Ils vont remplir leurs urnes. On va avoir peut-être 102%. Ce n'est pas impossible. Vous avez vu le vote. Un score à la soviétique. Oui, vous avez vu le vote tout de suite. À l'UDPM. Vous avez vu le vote tout de suite. Des militaires. Mais il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas de carte d'électeur. Si c'est joué d'avance, autant jouer d'avance. Oui, mais qu'est-ce qui vous amène à... Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites par rapport aux militaires? Il n'y a pas de liste électorale? Il n'y a pas de carte d'électeur? Comment est-ce que les militaires ont voté alors? Mais mon vieux, faits volants, des noms sont écrits, mais c'est impensable ce que nous avons vécu. Mais lisez les rapports très intelligents de ceux qui ont supervisé. Ils disent dans du français très poli, très policé, mais il n'y a pas d'élection là.
Non, ils peuvent avoir 102%. Moi, je n'en serais pas surpris. Ah, et si vous êtes surpris par le résultat des urnes, si on vient à le résultat des urnes, il sort que le non a gagné, qu'est-ce que vous allez? C'est pas impossible. Par extraordinaire, hein. Parce que, oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas de carte d'électeur, on n'a pas de carte d'électeur. Bon, dites, on peut voter avec. Non, la loi, on n'a pas parlé des dispositions de la loi électorale parce que tout est Bon, violé. ce que vous dites est grave, vous savez pourquoi? Allez-y. Puisque les mêmes normes peuvent être appliquées également au reste du retour des étapes. Mais c'est le De drame. retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est pourquoi c'est Donc, très grave. alors, comment vous apprêtez pour contrer ça? Parce qu'après Voilà. ça, il y aura Donc, des présidentielles, voilà. il y aura des législatives. Bon, alors, On a ça serait installé un un ordre. vous savez très bien dans quelles conditions on a intégré un LEJ. LEJ devient un appendice du ministère de l'administration territoriale. Et ça ne va pas. On n'a pas d'élection, on n'est pas en train d'organiser, on n'est pas du tout dans les normes. Et puis, on dit qu'il ne faut pas changer les règles fondamentales du code électoral à 6 mois des élections. Mais vous voyez, maintenant, toutes les 2 semaines, on change. Tous les mois. Mais on en Oui, a cure. mais C'est-à-dire, comment vous vous apprêtez à contrer, c'est-à-dire, puisque ça risque d'être les mêmes anomalies. Nous avons dit, quand nous avons créé le front, risque de persister. nous avons dit que nous avons créé le front pour aujourd'hui. C'est avant, pendant et après le scrutin. D'accord. Donc, la Allez-y, bataille Chana. politique continue parce qu'effectivement. Donc vous préparez la contestation dès le référendum. Allez-y, Chana, s'il vous que plaît. nous avons Allez-y. créé, c'est une lutte politique pour un Mali démocratique. C'est avant, pendant et après le référendum. C'est Allez-y. très clair dans notre déclaration. Et PPR, Oui. certains pensent que on tient coûte que coûte à ce référendum pour avoir une nouvelle constitution. Une fois adoptée cette constitution, elle permettrait au président de la transition d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que tout le monde doit être dans le starting block pour cette présidentielle, où il y a des gens qui doivent être exclus en raison de tel ou tel aspect? Non, la révision de la Constitution, l'une des raisons, c'est que les membres de la transition peuvent être candidats. Ça, c'est très clair. Parce que, comme la Constitution va À commencer par le président bien Assimi entendu, Goïta. comme la Constitution va se substituer à la Constitution de 1992 et à la charte, mais voilà, la voie est libre. Ça, c'est très clair. Donc Et puis, vous c'est une ne constitution. pourrez plus contester la candidature d'Assimi Goïta, qui devrait être arbitre, mais qui va être arbitre et partisan en même Ouais, temps. vous savez que ce n'est pas une question de droit, c'est une question politique. Donc une question d'épreuve ou d'équilibre des forces sur le terrain. Ça dépendra de comment les hommes politiques vont s'organiser pour dire on n'est pas d'accord. Mais sinon, si la Constitution passe, ça veut dire qu'ils peuvent être candidats. Et lui peut Il être en a le droit. Voilà. Il en a le droit. Il se donne le droit. Donc, vous ne serez pas fondé à contester une Non, éventuelle comme on sait que c'est une candidature constitution illégale et illégitime sur la base du faux que ça a été fait. Donc ce n'est pas une vraie constitution, pour citer un certain Premier ministre. Illégal et illégitime. Bon, donc non, c'est une bataille qui commence. Hein. Vous faites référence à Choguel? Je dis un Premier Quant aux ministre. sanctions de la CEDEAO, certainement. Abdraman, pour votre dernière question, allez-y. Vous avez été acteur et un vieux combattant de la démocratie. Et j'ai lu quelque part des comparaisons avec le référendum de 1974. Et je pense que ça vient d'Ali Diallo. Voyez-vous des similitudes entre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les épisodes que vous avez connus certainement étant certainement étudiant, peut-être même élève, de 1974. Comme je ne peux pas mieux dire qu'Ali Diallo, je crois que son écrit, on doit le prendre comme un bréviaire. Absolument. Merci. Allez-y, Chana. Ali Diallo, son écrit comme étant une bréviaire, je pense qu'il a tout dit. Hein, Vous n'avez pas de question? Moi, j'ai une question. Attends, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Abdraman, tu as posé ta Non, sauf que votre rôle, c'est de poser la question, pas pour apprécier la réponse. J'apprécie parce qu'il a parlé De Ali de grand, d'Ali Noum Diallo. Allez-y. C'est un grand. Allez-y. Ali Noum Diallo, c'est un grand. Ouais. Le père, je pose ma dernière question. Vous êtes sur la scène politique depuis très fort longtemps. Vous avez participé à plusieurs gouvernements, j'allais dire à tous les gouvernements. Le parrainat ou lui? Quand j'ai dit Pépère représente une famille politique. C'est sûr. C'est sûr. Depuis la transition, le gouvernement Touré, Absolument. le gouvernement Alpha, le gouvernement IBK, et puis, bon, peut-être même la transition parce que l'épouse
Non, c'est pas le parrainage. On a déjà réglé cette question. Ministre durant un temps, on a déjà réglé cette question autour de cette table. Donc, ce n'est pas le parrainage. Donc, vraiment, vous avez... Ça, c'est presque toute la classe politique, tous les acteurs du 26 mars ont participé à tous les gouvernements jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais les Maliens ne semblent pas être satisfaits de notre démocratie. Est-ce que vous voyez une autre voie pour la satisfaction des Maliens? Parce que quelque part, certains pensent que vous avez échoué. Non, on n'a pas échoué, mais on pouvait mieux faire. En réalité, les Maliens, ils ont le droit d'être déçus parce qu'ils voulaient plus et c'est légitime. Et nous aussi, on devrait faire plus. J'ai dit, la meilleure façon de gouverner, c'est de gouverner par l'exemple. Tu es un homme de vertu, tu montres la voie, et à ce moment, celui qui ne suit pas, tu sanctionnes. Mais si tu n'es pas correct, tu ne peux pas donner l'exemple. Gouverner par l'exemple, c'est la seule solution pour régler nos problèmes. C'est ce qui a manqué à votre gouvernance. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'il prêche maintenant. Oui. Non, que la gestion du mouvement démocratique. Voilà, c'est-à-dire les gouvernants n'ont pas été à la hauteur parce que les gouvernants n'ont pas gouverné par l'exemple. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Pour le moins. Ils ont gouverné par l'exemple. Pour le moins. Pour le moins, ils n'ont pas. Non, c'est l'exemple typique. Mais vous savez très bien les charges qui pèsent sur certains ministres ou plus que cela et devant les tribunaux. Nous sommes... on ne le sait pas, quelles sont ces charges-là. On va laisser ça tomber pour le moment. Pour parler comme quelqu'un, on va sortir un article. Donc, je ne veux pas qu'on sorte. En tout cas, le parrainage est bien informé sur les grands dossiers de la République. Allez-y. Il avait déjà eu sa dernière question, c'est terminé. Allez-y. Vous avez cette. Allez-y, Abdraman. Abdraman, allez-y, s'il vous plaît. On gère les temps. Allez-y. Abdraman, s'il vous plaît. Allez-y, posez la question. Bon, non, tout juste, je pense qu'en réalité, il aurait pu être un peu plus loquace sur la gouvernance actuelle. Mais vous m'avez pas posé oui, mais sur la gouvernance actuelle. Voilà, mais seulement j'ai dit la gouvernance actuelle prêche par la violation de la Constitution. Ça, c'est fondamental. Non, par rapport, non, même pas ça, même la gouvernance économique. Vous avez, il y a des passations de marché, il y a des achats de. Pourquoi moi j'aime parler des choses on a surtout parlé de la Constitution. Beaucoup de choses. Moi, je parle de choses dont j'ai la maîtrise, que je peux prouver, qu'on ne peut pas contester. Surtout que ces questions ne vous ont pas été posées. Voilà, exactement. Mais on n'a pas parlé de cela. Oui, allez-y. Sinon, rassurez-vous, je réponds aux questions comme vous. Monsieur PPR, nous sommes à présent au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour vous fixer sur votre sort. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, les secrets de la délibération, je pense qu'en réalité, PPR, il gagne en âge et en sagesse aussi, de plus en plus. Et par conséquent, je le trouve un peu trop prudent. C'est tout à fait normal, vous savez, hein, quand on gagne, on avance en âge, c'est la prudence qui l'emporte sur les pulsions. Et les gestes lui sont restés, mais il reste quand même un peu réservé par rapport à beaucoup de questions sur lesquelles il était jadis beaucoup plus loquace. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est beaucoup de questions, j'ai senti un peu... je vous ai senti un peu laconique. Et je sais pourquoi, parce que c'est un communicateur. Et je sais que vous êtes venu avec l'intention d'être laconique sur toutes les questions qui pourraient être gênantes. Mais je ne vais pas le retenir contre vous, c'est tout à fait normal. C'est l'essentiel vraiment des questions que nous avons évoquées avec lui. Et je pense qu'il est resté lui-même. Et sur la Constitution, sur leur position par rapport à la Constitution et le processus référendaire. Il a abordé avec beaucoup de poigne et de sincérité dans le verbe. Je ne vois pas de raison de retenir vraiment les trucs contre lui. Chara. Merci, Monsieur le Président. Je pense que PPR a répondu à toutes les interrogations, répondu de façon claire, sans embâche, sans porter des gants. PPR est resté droit dans ses bottes avec la même conviction, le même engagement, les mêmes principes qui gouvernent le parrainat. On peut ne pas aimer le parrainat ou
pour charger le parrainage, mais c'est un parti fortement démocratique. C'est un parti qui défend les libertés. La démocratie commence par les libertés. Le parrainage est fondamentalement attaché aux libertés individuelles, aux libertés collectives, aux principes démocratiques. Monsieur le Président, je pense que PPR doit être acquitté, pas parce qu'il prend le nom, mais parce qu'il a des arguments pour tout ce qu'il dit. Il a un discours argumentatif. Tout ce qu'il dit, il avance la raison. Tout ce qu'il dit, il avance un argument pour ça. Il ne parle pas dans l'air. Il est cohérent. Monsieur le Président, peut-on condamner un homme comme PPR? Trouvez-moi la réponse, Monsieur le Président. Face donc à un jury convaincu par la prestation de l'accusé, il ne me reste que de prononcer une décision d'acquittement. Par conséquent, monsieur l'accusé, vous êtes purement et simplement libéré des liens de l'accusation. Vous pouvez aller regagner vos camarades du parrainant qui sont au niveau de Bolibana, n'est-ce pas, les sièges, et du Front uni contre le référendum. Un dernier mot. Un dernier mot, je vous remercie. Je suis heureux de ces appréciations-là. Il m'a manqué l'occasion de parler de l'une des conséquences fâcheuses de la nouvelle constitution. C'est l'hyper-président qu'on donne, le monarque républicain qu'on est en train de nous donner. Et malheureusement, les Maliens vont le regretter si jamais ils l'adoptent. Mais moi, je fais confiance également au peuple qui sait toujours se battre pour conquérir ses droits et ses libertés, comme nous avons fait en 91. La révolution est toujours à l'ordre du jour pour un peuple qui se bat. Toujours prêt pour la révolution. Et ses exigences. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Djigiba Keïta, dit M. prêt pour la révolution. Il est secrétaire et ses exigences. Il est secrétaire général du parrainage, aujourd'hui membre du Front uni contre le référendum. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Koulikoro. Au revoir.